Bonjour tout le monde. On va commencer dans 3-4 minutes. Hello Jérôme, hello Cathy. Deux minutes et on démarre. Bonjour Muriel. On voit ceux qui sont ponctuels et qui arrivent une minute avant. On va démarrer. Les autres, nous attraperons en cours de route. Les absents ont toujours tort. Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. C'est la première fois que je donne cet atelier. Donc je suis ému, excité, plein de choses à la fois. Je suis un peu les sept mains là tout de suite. Et je suis très content de pouvoir partager ça puisque la méthode Gaia, c'est ce qui est au cœur de mes méthodes. Et c'est la première fois que je le partage publiquement. Jusqu'à présent, c'était réservé à nos clients dans l'Académie des Génies. Donc je suis content de pouvoir un peu vous en parler aujourd'hui. La méthode Gaia va servir à plusieurs choses. Elle va servir à devenir une évidence aux yeux des personnes en face de vous, pardon. Pour les clients qui sont prêts à payer 5 000 € et plus, je vous expliquerai ça tout à l'heure plus précisément. Le but étant de, bien sûr, ne jamais avoir à les convaincre, puisqu'on va faire en sorte qu'ils se convainquent tout seuls et qu'ils viennent à nous déjà convaincus. Et on va surtout voir comment dépasser les problèmes de légitimité qui sont inhérents à ce genre de prix et ce genre de clients. Mais pour commencer,
on va déjà parler un petit peu de moi. Pas parler de moi pour vous raconter ma vie, mais plutôt pour vous parler de mon parcours. Mon parcours entrepreneurial des internets démarre autour de 2012-2013. À cette époque-là, j'étais étudiant en stratégie digitale des marques, c'est-à-dire que j'ai fait un master spécialisé dans la communication digitale et la vente sur Internet. Et à côté de ça, j'étais blogueur. J'ai eu plusieurs blogs, dont un surtout, qui est devenu un média sur la mode masculine, qui avait 5 personnes, qui avait des prestataires extérieurs, qui travaillaient avec des marques, qui faisaient des collaborations, etc. Et à cette époque-là, quand je voulais vendre quelque chose, que ce soit un article par quelqu'un, que ce soit une prestation, parce qu'on nous voyait comme des experts de certains sujets, etc., j'étais rarement au-dessus de 50 ou 100 euros. Pour une raison très simple, c'est que je vendais aux gens qui me demandaient, et que la première chose qu'ils me demandaient, c'était mon prix. C'est bonjour, j'ai vu que vous faites ça, moi j'aimerais ça, quel prix? Les personnes contactaient généralement une dizaine ou une vingtaine de personnes, ils alignaient les prix, ils regardaient qui avait l'air d'être pas trop pourri dans tout ça, et en fonction de ça, ils choisissaient dans une échelle du moins cher et du moins pourri. Ce média-là, quelques années après, je l'ai revendu. J'ai revendu la marque, j'ai revendu le média pour plusieurs milliers d'euros. Je ne me souviens plus de la fourchette exacte, mais ça devait être autour de 10 000 euros. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plein de compétences que j'ai acquises de par mes études et de par la création de ce média et de tous les autres avant ça. Je vais me lancer en freelance. Donc, je vais vendre des heures, des journées, des prestations de mon temps sur les compétences que j'avais. Alors, les compétences que j'avais, elles étaient très larges, hein. La stratégie digitale, c'est un gros fourre-tout. Dedans, il y a du marketing, il y a du web marketing, il y a de la communication, il y a du community management, il y a du social selling, il y a du copywriting, il y a 1 million de trucs différents. Et je faisais même un peu de consulting et de coaching sans le savoir déjà à cette époque-là. Le problème, c'est que vu que j'étais très, 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 très large, je vendais à tous ceux qui voulaient acheter quoi que ce soit que je comprenais à peu près. Je vendais mon temps à l'heure. Et c'était très difficile pour moi de monter à plus de 100 euros de l'heure. Au fur et à mesure de ce chemin-là, j'ai appris comment mieux montrer mes compétences, comment mieux me spécialiser, comment choisir mes clients plus précisément. Et je suis monté beaucoup plus haut avec des clients qui me payaient des prestations allant de 10 à 20 000 euros pour une période donnée pour réaliser une mission plus complexe. Je vais vous expliquer justement comment j'ai fait. Suite à ça, j'ai monté une agence qui vendait donc des prestations à des entreprises. Donc, j'avais des équipes que je manageais, qui géraient les clients, etc. Et cette agence, elle allait jusqu'à faire aussi du coaching pour les entreprises. Un de mes derniers clients, c'était Sony. Et Sony, pour une demi-journée de présentation, il me payait 1000 euros juste pour que je vienne raconter ma science pendant 2-3 heures. C'est pas encore des sommes astronomiques, mais c'était la première fois que j'avais rien à faire et que j'avais juste à raconter des trucs. Le problème, c'est que je travaillais essentiellement avec des clients corporate, donc avec des entreprises classiques, hein, du schéma traditionnel. C'était extrêmement chiant. Et surtout que je perdais complètement le sens de ce que je faisais. Puisque j'avais des grandes marques de luxe qui me disaient il faut dépenser 80 000 euros sur cette campagne pour, dans 5 jours. La campagne était nulle, elle ne marchait pas, mais on avait vendu ça, donc il fallait faire ça. Donc je les voyais jeter de l'argent par la fenêtre. J'étais soumis à des politiques internes, parce que la personne qui me recrutait, la personne qui me payait et la personne qui m'aimait bien et celle qui faisait le travail, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Et j'en suis arrivé à un bore-out, burn-out, vous l'appelez comme vous voulez, il y a plein de définitions aujourd'hui. Mais en gros, perte de sens, fatigue nerveuse, rupture totale avec ce schéma-là, je n'en pouvais plus. Et ça nous amène autour de 2017. À partir de là, je me dis, je vais revenir à mes premiers amours. Je vais revenir à la formation, je vais revenir aux gens qui font de l'accompagnement, je vais revenir aux blogueurs, aux infopreneurs, à tous les gens qui vendent des trucs sur Internet, mais surtout, en fait, je vais revenir aux entrepreneurs indépendants. Et dans un premier temps, j'ai essayé de faire des formations, parce que c'est ce que je connaissais le mieux. C'est ce qu'on avait fait sur mon premier média, j'avais fait des stages là-dedans, je connaissais bien ce type d'entreprise. Et donc, je faisais des formations qui allaient de 7 à 197 euros. Et j'avais tout le mal du monde à les vendre. Très peu de gens voulaient les acheter et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai beaucoup travaillé. Vous n'êtes pas obligé de travailler aussi dur que moi. J'ai un petit problème psychologique avec ça.
Si c'est plus dur, je suis plus satisfait. J'ai sûrement des choses à débloquer à ce sujet-là encore aujourd'hui. Mais j'ai surtout appris qu'en m'adressant à tout le monde, je m'adresse à personne. Que plus les prix sont bas, plus la valeur perçue est basse. Que c'est beaucoup plus difficile de délivrer une grosse promesse à 100 euros. Et que globalement, si on fait ça comme ça ne marche pas. Et c'est là que, fort de toutes mes compétences, je me suis dit, je vais être très 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 précis sur qui je cible, et je vais faire du mentorat. Et je vais leur montrer ce que j'apprenais aux entreprises, et je vais leur montrer comment faire. C'est là que j'ai commencé à faire de l'accompagnement. Ça nous amène début 2018. Et à cette époque-là, je vendais mes accompagnements de 2000 à 10 000 euros, à peu près. Et c'était des accompagnements de 1 à 3 mois, globalement. J'ai continué à développer ça. J'ai continué à développer mon audience, ma notoriété, mes compétences, la précision de à qui je m'adressais. Et ça nous amène à aujourd'hui, où j'ai développé l'entreprise Coleman Publishing, qui fait des programmes d'accompagnement dans lesquels j'interviens encore, qui sont autour de 5 000 euros, et moi qui vends du coaching one-one à partir de 25 000 euros. La question c'est, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, comment je suis passé de mes petits machins à 50 balles à des prestations à 5 000, 10 000, 25 000 euros. Certes, je suis devenu meilleur et plus connu, c'est sûr, mais j'ai aussi suivi une méthode. Et c'est cette méthode-là qu'on va voir aujourd'hui, que j'ai appelée la méthode Gaïa. Et je l'ai appelée Gaïa parce que j'ai envie qu'elle reste connectée à quelque chose de terrestre, à quelque chose de réaliste. Parce que malheureusement, certains vont appeler ça high ticket. Et il y a eu de très très grosses dérives avec tout ça. Les problèmes du high ticket. Le premier problème, c'est l'histoire de Paul. J'ai volontairement changé son nom. Paul arrive dans le monde du coaching et de l'accompagnement au début de cette mode du high ticket il y a quelques années. Il rencontre un entrepreneur, un gourou, un coach, un influenceur, vous appelez ça comme vous voulez, et il va à un de ses séminaires. Pendant ce séminaire, on crée de la motivation, on crée de l'énergie, on crée plein de belles choses. Et fort de tout ce que Paul a appris, ce jour-là, il vend pour 5 000 euros de ses prestations. Paul a 18 ans et il vient de payer 1 000 euros un séminaire pour gagner 5 000 euros. Et là, on lui dit, imagine ce que tu pourrais faire en 1 an avec nous. Paul est dans cette belle énergie, il vient de gagner 5 000 euros, c'est la première fois de sa vie qu'il arrive à faire ça. Et il y a une personne qui vend à Paul, qui a 18 ans, qui vient de se lancer, qui n'a quasiment aucune compétence, un accompagnement à 100 000 euros. L'histoire de Paul, elle est fréquente. C'est la plus grosse dérive du high ticket. Paul, c'est une vraie personne avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui a arrêté l'accompagnement, qui a arrêté le coaching, qui a retrouvé un travail salarié, qui essaye de payer ses dettes. Parce qu'à moins de 20 ans, il est endetté à hauteur de 100 000 euros par une personne qui n'hésitera pas à le mettre en recouvrement, si déjà. Le problème n'est pas de vendre des choses à 100 000 euros. J'ai aucun souci avec ça. Le problème, c'est est-ce que votre prix est en cohérence avec la situation réelle de la personne en face de vous? Si la personne a 1 milliard sur son compte, lui prendre 100 000 pour régler un problème, j'ai aucun problème. Si la personne gagne 1 million d'euros par an et que vous lui faites une promesse de l'amener à 5 millions, j'ai aucun problème de lui prendre 100 000 euros. Avec plaisir. Et d'ailleurs, il sera content de me les donner. Vendre 100 000 euros à un débutant, un accompagnement qui normalement devrait valoir entre 5 et 10 000, moi, dans mes valeurs, dans les valeurs dessinées par mon ego, par Jérémy, par je suis, par tout ce que j'ai créé comme étant mon identité, c'est pas OK du tout. Et des histoires comme ça, il y en a plein. C'est les pires histoires. Parce que des personnes qui se sont endettées à hauteur de 20K, 100K, et même pour certaines entreprises, 1 million d'euros, il y en a malheureusement beaucoup trop sur le marché. Je m'oppose profondément à ça. Je trouve ça malhonnête et je veux jamais participer à ça.
Pour éviter ça, il faut que votre prix s'inscrive dans un contexte. Cher, oui. Il faut toujours se demander pourquoi. Quelle est la réelle valeur perçue de ce que j'apporte? Est-ce que je suis capable d'apporter quelque chose qui, dans le bon contexte, vaut 5 000, 10 000, 15 000 euros? Si c'est non, vous êtes dans la dérive du high ticket pour le high ticket. C'est tout ce qu'on veut éviter. Le bon client, c'est une cible précise qui a un certain niveau de douleur, qui cherche une solution et par-dessus tout, qui veut payer pour aller plus vite. Plus la cible est précise, plus la douleur est importante, plus il cherche de solutions et plus la solution a de chances de marcher, plus le prix peut être élevé. Moi, je donne 3 catégories globalement à mes clients. Je leur donne la catégorie que j'appelle nice to have, donc un truc qui est sympa à avoir. Ça n'a pas de réelle utilité, il n'y a pas de réelle douleur, la cible se dit juste « ce serait bien, c'est pas trop mal ». Le nice to have se vend difficilement à plus de 1 000 euros. Ensuite, il va y avoir une douleur moyenne. Je parle de douleur ici, mais ça peut être un problème qu'une entreprise veut résoudre, qu'une personne veut résoudre, ou n'importe quoi. Une douleur moyenne, c'est-à-dire que c'est pas mortel, c'est pas ultra urgent, mais bon, ça me fait chier, j'aimerais bien quand même régler ça. Ça va valoir 2 à 3 000 euros. Et enfin, il y a le problème urgent, brûlant, douloureux, coûteux. Et celui-ci, il vaut plus de 5 000 euros. Tout simplement parce que la personne en face va être capable d'estimer que la résolution du problème vaut plus que 5 000 euros. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut identifier. Quelle cible, quelle douleur? Cherche-t-il activement une solution? Parce que sinon je dois le convaincre que c'est qu'il faut une solution. Veut-il payer pour aller plus vite? Un client idéal pour une offre chère, c'est ça. Et ensuite, on définit cher en fonction du niveau de douleur. Ces personnes-là, elles sont impossibles à chasser. Vous ne pouvez pas les prospecter, vous ne pouvez pas aller les chercher. Pour plusieurs raisons. Déjà, ils sont trop sollicités en permanence. Et si vous arrivez avec une sollicitation, vous êtes une personne de plus. Ces personnes-là cherchent un expert du problème en question. Et un expert n'a pas besoin de prospecter. Un expert a trop de demandes pour le temps disponible. Et enfin, ces personnes-là, elles ont besoin d'analyser votre compétence. Et ça, c'est très difficile à faire si c'est vous qui êtes allé les chercher. À moins que vous soyez allé les chercher avec une analyse ultra pointue de leurs problèmes et de pourquoi il faut le résoudre et de comment vous êtes tombé dessus, etc. Donc ces personnes-là, on ne veut pas les chasser, mais on veut les attirer à nous. On veut être vu comme une évidence pour ces personnes-là. Voici ma méthode préférée pour le faire, la méthode Gaïa. Un positionnement ultra clair,
la mise en place de ce que j'appelle un networking digital. Créer votre show et devenir le centre de l'attention. Contenu court pour qu'il pense à vous. Contenu long. Démonstration de compétences. Si vous êtes capable de faire tout ça, vous allez attirer ces clients-là à vous comme vous ne l'avez jamais fait. C'est exactement ce que j'ai utilisé et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, le positionnement clair. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pour qui? Comment? Qui je suis, c'est ce qu'on appelle le track record. Qu'est-ce qu'il y a dans votre passé et dans votre vie qui prouve que vous êtes compétent pour le sujet que vous êtes en train de développer? Qui je suis doit être tourné d'une façon à amener de la preuve que je suis la bonne personne. Qu'est-ce que je fais? Mon domaine d'expertise. On ne peut pas être bon partout. Pour qui? Appelez ça comme vous voulez. Avatar, persona, cible. C'est toujours la même chose de toute façon. C'est ce qu'on va appeler un profil psychographique. Si vous dites femme, 70 ans, pouvoir, vous avez la reine d'Angleterre et ses copines, ou alors toutes les mamies métalleuses de la lignée d'Ozzy Osbourne. Profil psychographique, c'est les gens qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, de quoi ils ont peur. C'est un profil aussi bien géographique que psychologique, que démographique, c'est tout en même temps. Plus vous êtes précis là-dessus, plus vous apparaissez comme une évidence. Et enfin, comment je les aide? Quelle est ma méthode? Quelle est ma compétence? Quel mécanisme j'utilise? Par exemple, moi, je suis un spécialiste de l'attraction de clients et mon passé le prouve. J'aide à mettre en place des stratégies alignées essentiellement sur les sujets marketing et vente pour les indépendants. C'est comme ça que moi j'ai catégorisé les personnes, mais essentiellement, moi je travaille quand même beaucoup avec des coachs, des accompagnants, des freelances et des agences. Comment? Grâce à une stratégie organique d'attraction. Si vous avez déjà suivi de mes ateliers, vous voyez de quoi je parle. Si vous n'avez pas encore suivi jusqu'à maintenant, c'est une stratégie qui va s'opposer aux stratégies de prospection et de prospection digitale de masse et également aux stratégies organiques classiques, qui sont les stratégies YouTube et blog, qui prennent énormément de temps. Le networking digital, concrètement, c'est créer une audience ou une communauté.
dont vous êtes le point central. Ça peut être fait sur votre profil Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, par exemple. Ça peut être fait avec un groupe d'entraide, par exemple. Ça peut être fait en créant un mouvement ou de beaucoup d'autres façons. L'idée étant de vous entourer de personnes qui vous voient comme une figure d'expertise et de leadership, qui vous voient comme une personne qui peut résoudre leurs problèmes et d'aller vraiment discuter avec ces personnes. Pas pour essayer de leur vendre quelque chose, pour essayer de les connaître, pour savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils vous suivent et comment vous pouvez les aider. Une vraie discussion d'humain à humain. À ce stade, ce que vous voulez, c'est créer de la relation. Moi, il y a des personnes qui me suivent depuis 4-5 ans. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Même moi, je n'ai jamais suivi quelqu'un si longtemps. J'ai créé des relations avec ces personnes. Je sais exactement qui ils sont, ce qu'ils font. Je connais leur famille. J'ai créé une vraie relation avec ces personnes. Ces personnes-là qui deviennent clients ou pas chez moi, c'est des personnes qui vont parler de moi. Je vais créer une vraie relation avec eux. Ce que j'appelle un show, c'est un podcast, une émission YouTube, une émission en live, sur Facebook par exemple, sur Instagram. C'est une série de contenus ça pourrait très bien être sur le principe, même si ce n'est pas ce que je recommande, un événement live, récurrent, etc. L'idée ici, c'est de devenir le centre de l'attention de votre thématique et d'être vu ou entendu par toutes les personnes concernées. C'est là qu'on commence à devenir une évidence. Et on va finir cette stratégie par du contenu court et du contenu long. Ce ne sont pas les mêmes types de contenus, pas sur les mêmes plateformes, pas pour les mêmes raisons. Le contenu court, il est quotidien, ou presque. Le contenu long, il est hebdomadaire ou mensuel. Celui-ci va se faire plutôt sur Facebook, LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux que j'ai cités précédemment. Le contenu long va se faire sur un blog, sur une newsletter, sur un magazine, en vidéo, etc. Un contenu court se consomme en 2 minutes, grand maximum. Si c'est une, c'est mieux. Un contenu long se consomme en 15 à 90 minutes. Le but du contenu court, c'est qu'on pense à vous. Le but du contenu long, c'est qu'on valide votre expertise.
Moi, par exemple, je publie quotidiennement dans mon groupe Facebook, sur mon profil, de temps en temps quand je trouve le temps sur Instagram et sur TikTok, et je vais faire des contenus plus longs dans mes newsletters, dans certaines vidéos et surtout dans mes ateliers. Je crée énormément de formations, pas très chères par rapport à ce que je propose d'habitude, ou alors carrément gratuites pour certaines, qui sont mes contenus longs, qui sont un moyen de faire une démonstration de compétences et de passer du temps avec les personnes de mon audience. En général, vous allez avoir quelque chose qui va donner ça. On vous découvre, on consomme vos contenus courts, on arrive sur vos contenus longs, et là, on a envie de vous parler. C'est ça la stratégie. Alex, le contenu long peut être le show. En général, moi, je préfère que le show soit un moyen de parler de ma thématique et certes de commencer à faire une démonstration de compétences, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes types de contenu. Par exemple, moi, en termes de show, j'ai le podcast Money, où je vais venir parler d'argent avec des invités plus ou moins connus, plus ou moins prestigieux, mais c'est un moyen d'être vu par toute ma thématique. Et c'est pas forcément là où je fais le plus de démonstration de compétences. Je vais faire une démonstration de mindset, on va voir ma gueule, on va penser à moi, on va m'écouter pendant 1 heure, mais c'est pas forcément là que je vais montrer ma compétence technique sur le sujet que je vends le reste de l'année. Faites attention, vous devez absolument bien cibler. Sinon, vous allez attirer essentiellement les chasseurs de gratuits, les curieux, des personnes pas qualifiées, etc. C'est pour ça que vous devez avoir une stratégie en place précise pour cibler et attirer les bonnes personnes. Quand ils arrivent à vous, comment faire? C'est une histoire de posture, de frame, que je vais vous expliquer. C'est un concept que je vais vous expliquer ensuite. C'est une histoire de se sentir comme l'expert qui est le prix à atteindre. Vous êtes le prix à gagner, vous êtes le sage qui sait, vous n'êtes pas pour tous, vous analysez en profondeur la personne en face de vous. Et cette expression qui nous vient de Dan Sullivan, be the buyer, soyez l'acheteur, c'est vous qui devez acheter le projet de votre client et avoir envie de travailler avec lui, et pas lui qui doit acheter votre produit. Tout ça nous amène en fait finalement au concept de frame. La frame, c'est quoi? Il y a plusieurs façons de le définir en français, mais on pourrait dire que c'est la réalité. Ma réalité. Très simplement, on va dire que moi je suis là, et où que j'aille, peu importe à qui je parle, je balade avec moi ma réalité, ce que je considère comme vrai. Si je rencontre une personne, que ce soit dans un échange financier ou non, ce qui va se passer, c'est que lui aussi va venir avec sa réalité et les deux frames vont se cogner l'une à l'autre. Et c'est la plus forte qui va être acceptée. Ce sera le consensus. Alors attention, la plus forte, ça ne veut pas dire qu'il faut faire preuve de pouvoir, de yang et de violence physique, ça n'a rien à voir. C'est plutôt celle qui amène la plus grande certitude. Et ça, c'est intérieur. Un exemple simple de ça, vous arrivez chez moi et vous me dites, Jérémy, c'est quoi l'Académie des génies? C'est quoi le prix? En quoi t'es mieux que le machin de l'autre? Je vais faire, attends. Pour commencer, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais?
pourquoi tu m'écris? On va déjà voir si tu rentres dans la sphère des personnes avec qui je veux travailler et si je sens que je peux t'aider. Et ensuite, on parlera plus précisément. Je viens d'inverser la notion de pouvoir. Ce n'est plus toi qui me dis prouve-moi que tu es bon, je te réponds plutôt prouve-moi que je dois passer du temps à te répondre. C'est moi qui décide qui je prends comme client. Ce rapport-là prouve que vous êtes le prix à atteindre. Tout simplement parce que beaucoup de personnes veulent travailler avec vous, que les places sont limitées. C'est notre cas dans la DG, par exemple. On ne prend pas plus d'un nombre de personnes définies par mois. En l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, actuellement, par rapport à notre volume actuel, on prend 10 personnes par mois. Ce n'est pas énorme, quand on sait qu'on a une audience de dizaines de milliers de personnes ici et là. Vous avez le droit au début de volontairement créer de la rareté et créer du prix. Tout simplement parce que vous voulez les meilleurs clients. Et donc, même si vous avez peu de demandes, vous avez le droit de faire les difficiles, entre guillemets, tout simplement parce que vous ne travaillez pas avec n'importe qui, parce que vous préservez votre énergie, parce que vous voulez seulement des clients qui ont des résultats, parce que vous voulez vous amuser avec eux. Et donc, vous allez rentrer dans un processus où vous sélectionnez les personnes avec qui vous travaillez. Et donc, la personne, elle doit prouver qu'elle est qualifiée. En faisant ça, vous changez radicalement la dynamique. À partir de là, la personne vous contacte pour toutes les raisons qu'on a dit avant. Vous inversez le rapport. Vous faites un diagnostic de son problème pour voir si vous pouvez vraiment l'aider. Et ensuite, vous vous posez en expert et en sage pour dire, avec tout ce que tu m'as partagé, tu fais partie des personnes avec qui je pense que je pourrais avoir envie de travailler. Qu'est-ce que je dois savoir sur toi maintenant pour qu'on se lance? Pas voici le lien de paiement. Vous n'êtes pas accessible à tous. Je sais précisément ce que tu as, je sais précisément comment le régler, parce que je suis un expert de mon sujet. Qu'est-ce que je dois savoir sur toi si on commence à travailler demain? Vous avez imposé votre frame dans la relation. Selon les secteurs, il va falloir le faire avec plus ou moins d'assurance, plus ou moins de frime, j'en sais rien. Dans le monde de l'accompagnement et de l'humain, votre frame n'est que la croyance profonde en votre expertise et le fait que vous ne voulez pas des clients chiants. Dans un monde B2B où vous vous adressez à des entreprises, des petites entreprises, c'est la compétence et les projeter dans la réussite. Et dans un monde de grands groupes, malheureusement, c'est qui gueule le plus fort et qui fait pipi le plus loin. Vous adaptez votre niveau de frame à la personne en face de vous. Si j'arrive, et vous m'excuserez l'expression, mais je la dis vraiment dans la vraie vie, donc je ne vais pas me cacher, si j'arrive devant une personne qui est empathique, qui est apeurée, qui est quelqu'un de très émotionnel, et que j'arrive et que je pose mes couilles sur la table en disant c'est moi le chef, la personne elle se dit c'est qui ce malade, je m'en vais. Si je vais chez Sony, chez LVMH ou chez n'importe quel grand groupe et que je dis non mais t'inquiète pas, je vais te prendre par la main, ça va bien se passer, fais-moi confiance, j'en ai d'autres comme toi, je sais que c'est difficile. Ils vont me regarder, ils vont me dire c'est qui ce bouffon? Adaptez votre discours au niveau d'énergie de la personne en face de vous. Ça ne sert à rien d'arriver avec une frame de la taille de Jupiter si la personne en face de vous elle est fragile. C'est pas bon pour elle ni pour vous. Le but n'est pas d'écraser les gens, attention. Le but est juste d'affirmer votre certitude dans votre expertise. On ne veut pas écraser psychologiquement qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Tout ça, en fait, c'est le niveau de certitude de ce que vous faites.
Exactement. En gros, il candidate, je recrute. C'est ça. Tu recrutes tes clients. C'est toi qui choisis avec qui tu travailles. Combien de temps ça prend de mettre en place toute cette stratégie? C'est une question très légitime. De 0,00, ça va prendre 6 à 12 mois. Déjà quelques bases. 3 à 6 mois. Je suis déjà lancé, j'ai déjà quelques personnes qui me suivent, je me positionne déjà un petit peu, j'ai commencé à communiquer, plein de choses comme ça. Ça va prendre 1 à 3 mois. Alors, quand je dis combien de temps ça prend, là, l'idée, c'est avant d'avoir une liste d'attente de clients convaincus qui veulent payer. Bien sûr, pour ça, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faudra être capable de créer une offre vraiment sexy, bien packagée, bien positionnée, où on fait attention à l'inversion du risque, à la façon dont on propose, aux moyens de paiement, aux conditions, etc. Le but de cet atelier, ce n'est pas de rentrer dans la notion de l'offre, mais globalement, ce que vous pouvez garder à l'esprit, c'est que le prix n'est jamais le problème et que c'est le cash flow le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne peut accepter 1 000 euros. Il y a de grandes chances qu'elle puisse aussi accepter 10 000 euros ou 20 000 euros, ça se trouve. Mais elle ne peut sûrement pas les sortir tout de suite. Donc, ce que je peux dire ici, par exemple, c'est que c'est 1 000 pour commencer. C'est 3 000 dans 3 mois. Et les 6 000 restants, si on réussit, ce qu'on a prévu de faire ensemble. Là, par exemple, je viens de vendre à 10 000 euros, alors que j'étais persuadé d'être coincé à 1 000. Et dans tous les cas, vous avez verrouillé 4 000. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel prix. Peu importe. Dites-vous toujours qu'en fonction de votre audience, c'est jamais un problème de prix, c'est toujours un problème de cash flow. Plus le cash flow est étalé dans le temps et mis dans des dispositions qui sont pratiques pour la personne, plus elle sera OK. Si elle voit la valeur dans le contexte, comme on l'a vu précédemment. Ce que vous ferez avec ces clients, ce genre de client n'est pas du tout la même façon que ce que vous faisiez avant, beaucoup moins cher à la séance. Et pourtant, vous allez faire exactement les mêmes métiers. Au lieu de remplir des cases, des créneaux, des dispos, vous allez accompagner sur la durée un projet profond. Vous faites le même métier, mais pas avec les mêmes personnes, ni de la même façon. Cette nouvelle façon de faire, elle change deux choses principalement. Elle change l'impact que vous allez avoir dans la vie de ces personnes et elle change l'argent que vous recevez en échange. Imaginons que vous êtes aujourd'hui sur des clients à 100 euros. Ce que vous allez pouvoir faire pour eux, l'impact, il est quasi nul. Et vous gagnez à peine 100 euros.
Tout simplement, parce qu'il va vous falloir des dizaines et des dizaines de clients pour en vivre. Si vous êtes à 2000 €, l'impact il augmente et l'argent aussi. Et à 10 000, c'est encore plus. Plus on augmente le prix, plus on se pose sur un problème profond, plus on peut passer de temps et de profondeur avec le client pour résoudre ce problème, plus on a d'impact, plus on reçoit d'argent. L'impact et l'argent sont liés. Plus j'ai d'impact, plus j'ai d'argent. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut être capable de résoudre un petit problème à beaucoup de gens, ou un très gros problème, très compliqué, à peu de gens. Demandez-vous, c'est plus facile d'avoir un client par mois à 5 000 € ou d'en avoir 50 à quelques centaines d'euros, quelques dizaines d'euros. Moi, j'ai expérimenté les deux et c'est beaucoup plus dur d'avoir 50, 100, 150 clients par mois. C'est un enfer. Tous les mois, vous dites, wow, il faut que j'en trouve 100. Moi, je ne fais pas ça. Donc, pour résumer, une cible précise, une douleur précise, une offre puissante, le bon positionnement et être une évidence dans leur vie. Pour ça, on utilise le networking digital, le show, le contenu court et le contenu long. Une fois qu'ils viennent à nous, on va analyser leur situation, la questionner, ne pas hésiter à être répulsif dans notre approche, même si on peut le faire en douceur. Et c'est nous qui sommes l'acheteurs du projet. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir plus d'impact dans la vie, dans leur vie, dans le marché, et qu'on va recevoir plus d'argent en échange. Et là, vous avez la méthode Gaïa. Maintenant, rapidement, avant qu'on passe à la suite et que vous puissiez me poser toutes vos questions. Tu l'as compris? Moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé l'entreprise Coleman Publishing avec un mantra simple, c'est d'aider les indépendants à grandir. Pour ça, on leur apprend et on les aide et on les accompagne dans la mise en place de stratégies qui soient certes écologiques, mais surtout alignées et efficaces. Et pour mettre en place ces stratégies pour ces personnes-là, on se base sur mes 10 ans d'expertise. Et une équipe que j'ai moi-même recrutée et formée. Après cet atelier, je vais t'envoyer un lien vers ce qu'on fait, vers la page de présentation de l'Académie des génies. Il n'y a rien à vendre sur cette page, c'est une page de découverte, c'est une page de présentation. Et sur cette page, tu pourras accéder à un petit quiz qui prend 30 secondes pour savoir si tu es éligible à passer la suite avec nous. La suite, c'est quoi? On va s'appeler, ou alors on va s'écrire sur Facebook Messenger, sur WhatsApp. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le téléphone, d'autres qui préfèrent l'écrit, et c'est OK pour moi les deux. Et on va venir voir si on peut vous aider. Exactement comme je vous l'ai expliqué avant. Notre frame n'est pas douloureuse et violente. Elle est simplement basée sur notre expertise. On connaît très bien le secteur, on le maîtrise très fort, et on est sûr de ce qu'on fait. Donc, on vient diagnostiquer où vous en êtes, psychologiquement, et dans votre entreprise et dans votre projet, pour vous dire, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, non. Si c'est non, c'est OK, on vous réorientera soit vers des ressources gratuites, soit vers des livres, soit vers des concurrents à nous. Si on peut vous aider, on vous le dira, on vous en parlera, et vous déciderez. Il n'y a aucun problème. C'est juste comme ça que ça se passe. Je vous enverrai le lien juste après l'atelier. Maintenant, on va passer aux questions. Les questions, comment ça se passe? Vous les écrivez dans le chat, c'est plus simple pour moi. J'y réponds dans l'ordre, mais je sais que des fois, il y a certaines questions qui ne viennent pas tout de suite. Donc, de toute façon, dans le mail que j'enverrai après cet atelier, vous aurez chacun un joker pour me poser une question, celle que vous voulez, dans le contexte que vous voulez,
et je prendrai le temps d'y répondre. Et maintenant, vous pouvez commencer avec vos questions dans le chat. Je vous attends. Si vous n'avez pas de questions, c'est possible aussi, hein, ou il y en a qui sont en train d'écrire, il n'y a pas de souci, hein, je ne vais pas vous stresser. Mais simplement, si vous n'avez pas de questions, dites-le moi aussi dans le chat. Comme ça, moi, j'arrive à estimer s'il y a des questions qui sont en train d'arriver parce qu'elles sont en train d'être formulées, ou si, justement, il y en a qui n'ont pas de questions. Barbara, oui, tu pourras accéder à l'atelier en replay. Je vais vous l'envoyer juste après qu'on ait fini, et il sera disponible là dans la demi-heure, trois quarts d'heure après notre discussion. Comment savoir qu'on a la bonne cible? Alors, il n'y a pas de réponse parfaite pour la cible. La cible, c'est avant tout une supposition de départ. On va aller ensuite discuter avec ces personnes pour confirmer. Nous, c'est ce qu'on enseigne dans la DG en tout cas. Derrière, en fait, on va mettre en place des hypothèses et on va les tester. Et aussi, en fait, on va faire une analyse, pas papier, hein, juste nous-mêmes, en quelques recherches, une demi-heure, une heure, une analyse, en fait, du marché et de la concurrence. À partir de ces éléments-là, nous, en général, on est capable de dire est-ce que la cible, elle est bien positionnée ou est-ce qu'elle ne l'est pas. Pascal, il est souvent évoqué le pourquoi, le why quand on se présente. Qu'en penses-tu? Je pense que ça dépend du marché. Je pense que si je m'adresse à des entreprises, le why, la plupart du temps, elles s'en tapent. Je pense que si je m'adresse à des particuliers, surtout dans l'univers du coaching et de l'accompagnement, ça peut avoir du sens de repréciser sa mission d'entreprise, ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais. Ça peut amener un peu de substance et un peu de rapprochement avec les personnes. Je pense que ça dépend du contexte. Et je pense surtout que ce n'est pas vital, ce n'est pas obligatoire. C'est si toi, tu te sens et que tu penses que ça peut connecter avec les personnes en face de toi, c'est une très bonne idée. Si tu n'es pas sûr de ça, ce n'est pas forcément nécessaire de se prendre la tête avec ça. Katia, bonjour. Je trouve que la question du gratuit et du payant n'est pas toujours simple à doser pour alimenter le contenu long et court. Ton avis? Alors, mon avis est très tranché là-dessus et chacun a le sien. Mon avis, c'est que moi, je donne l'information et je vends l'accompagnement. Donc, en fait, l'information, pour moi, elle est gratuite et l'accompagnement à la mise en place et la précision et la personnalisation, c'est ça que je fais payer. Edouard, bonjour. Quels sont pour toi les meilleurs leviers de persuasion pour une offre haut de gamme? Les leviers de persuasion, c'est un sujet dangereux, en fait, parce que là, en fait, tu te dis comment est-ce que je fais pour les convaincre? Tu ne dois pas les convaincre, ils doivent se convaincre eux-mêmes. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose, c'est de leur poser des questions pour les amener à comprendre qu'ils ont un problème et de montrer que tu détiens la solution. C'est encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'expertise, la certitude et la preuve, qui finalement sont aussi trois leviers de persuasion. Wilson, est-ce qu'il y a un ordre de priorité avec un horizon de temps pour lancer networking, show, contenu ou on lance tout en même temps? Moi, en général, je tendance à dire de tout lancer en même temps. C'est un peu le bordel, c'est un peu difficile au début. Si tu arrives à tout faire sur le même réseau social, c'est encore 1000 fois mieux. C'est pas toujours possible, hein.
Mais globalement, avoir très vite une communauté dans laquelle tu exposes du contenu, en fait, ton show va venir alimenter ton contenu aussi. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, je donne un truc au pif, tu utilises ton profil Facebook, tu l'alimentes avec du contenu. Derrière, tu vas faire aussi ton show et tu vas le publier comme un contenu. Par exemple, 3 idées à retenir d'après cet épisode. Quel est le meilleur canal d'acquisition? Je ne peux pas répondre à ça pour une très simple raison, c'est que la réponse, c'est ça dépend. C'est comme si là maintenant je te disais, Edouard, quelles sont les meilleures chaussures? Pour courir, pour marcher, pour traîner à la maison, si tu as des grands pieds, des petits pieds, des pieds plats, si tu aimes le bleu, si tu aimes le jaune, si tu aimes le noir, tu vois. Je ne peux pas répondre à ça. Il n'y a pas de meilleur canal d'acquisition, il y a un canal d'acquisition qui est adapté à ce que tu fais. Comment discuter avec sa cible si on ne sait pas déjà où la trouver ni sa douleur? Alors, si tu ne sais pas où la trouver, c'est que tu ne la connais pas. Si tu ne la connais pas, c'est que tu n'as pas de cible. Ou alors que, en fait, si tu veux, la cible, c'est des gens que je connais, que je comprends et à qui j'ai accès. Si ton marché n'est pas adressable, tu n'es pas sur une bonne cible. Il faut être capable de les contacter, en fait. Il faut être capable de savoir où ils sont. Où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils lisent, qui ils suivent. Une vraie compréhension de sa cible, c'est je sais où ils sont. Si tu ne sais pas où ils sont pour les contacter, c'est que tu ne les connais pas. Et donc, c'est déjà là que ça bloque, en fait. Muriel, comment être le plus clair possible dans le choix de sa cible et la présentation de son offre en fonction de la problématique? Sachant que j'accompagne sur plusieurs problématiques, faire différentes offres sur chaque problématique. Alors, je te conseille déjà d'avoir qu'une seule problématique, et pas d'en avoir plusieurs. Tu peux en ouvrir plusieurs plus tard, mais de commencer avec une seule. Tout simplement parce que si j'ai le choix entre un chirurgien thoracique pour me faire opérer du cœur ou alors un médecin généraliste plombier charpentier, à ton avis, je vais chez qui? On ne se fait jamais opérer du cœur par un médecin généraliste, on se fait opérer par un spécialiste. Le spécialiste, de toute façon, convainc beaucoup plus facilement que le généraliste. Ensuite, comment être le plus clair possible dans le choix de sa cible? Avant tout, c'est une décision, en fait. C'est qui est-ce que je veux aider, à faire quoi, comment. Et ton offre découle de ça. Ton offre, c'est ma cible que j'ai choisie sont au point A, je veux les amener au point B. Quels sont les blocages entre les deux? Et comment je les résous? Et ça, c'est ton offre. Antoine, ça fait des années que j'accompagne les gens, je suis en train d'attendre exactement ce qui me plaît. Aujourd'hui, problématique, ma méthode convient à presque tous les profils, sportifs de haut niveau, entrepreneurs, parents, madame tout le monde. J'aime travailler avec toutes les personnes, besoin de variété, etc. Si tu ne peux pas cibler le profil, tu cibles le problème que tu résous. Peut-être que tous ces profils ont le même problème. Dans ce cas-là, deviens très 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 précis sur un problème. Très 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 précis sur un blocage, très 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 précis sur un résultat. Ce résultat peut être psychologique et peut être le résultat recherché par toutes ces personnes. Dans le domaine de l'apprentissage des langues, penses-tu que c'est un domaine où les problèmes sont considérés comme brûlants, sachant qu'avec plus ou moins de temps, la personne avec moi ou sans moi progressera quand même? Ça dépend à qui tu t'adresses. Quelqu'un qui vient d'être catapulté plus haut dans son entreprise à l'international et qui parle une langue moyennement dans le pays en question, c'est un problème brûlant, urgent et douloureux. Si c'est un entrepreneur qui veut développer son business à l'étranger, c'est brûlant, urgent, douloureux. Si c'est quelqu'un qui vient de s'expatrier et qui est dans la merde, c'est brûlant, urgent, douloureux. Si c'est une personne qui se dit juste ah, ce serait sympa de savoir lire en anglais, non, c'est ni brûlant, ni urgent, ni douloureux, c'est un nice to have, justement. Donc ça dépend en fait, si tu veux, le domaine dans lequel tu es peut être brûlant et douloureux, ça dépend où est-ce que tu places ce domaine-là. Networking digital, leur parler, créer la relation, c'est-à-dire poster, publier sur les réseaux, être présent, se montrer, alors, voir, répondre, qu'ils nous commentent en MP, ou leur parler direct en one-one quand ils nous suivent, nous like, etc. Le meilleur moyen de toute façon de créer de la relation avec des personnes, c'est toujours d'aller leur parler en one-one. C'est d'aller engager, en ce qu'on appelle engager en privé. Donc en MP. Techniquement, les 100 premiers, tu peux aller les voir en vrai.
comme ça. Ensuite, ça va être en général dans les commentaires. Sur les 1000 suivants. Et ainsi de suite, et tu t'éloignes au fur et à mesure que ça grandit parce que tu ne peux pas gérer. Et normalement, en fait, les 10 premiers, tu pourrais même les avoir au téléphone pour faire connaissance. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris, je crois, 100 coups de téléphone avec des personnes qui me suivaient juste pour savoir qui c'était, quoi. Comment prouver son expertise quand on débute? En ayant des résultats avec les personnes. Il y a un moment, il faut commencer. Tu vas te servir de ton passé et les choses que tu as apprises pour montrer que tu maîtrises ton sujet. Et ensuite, c'est en ayant des résultats avec les personnes que ça ira. Quand on vend des formations à des entreprises pour les salariés, c'est important d'être centre de formation avec Calliope pour qu'ils fassent fonctionner leur fonds de formation. Où est-ce qu'on peut faire ça? Alors, moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Les Calliope, les CPF, les Datadoc, etc. Donc, je vais avoir du mal à te répondre précisément. C'est un levier de vente facile, certes. C'est aussi un emmerdement administratif absolument colossal avec beaucoup de contrôles, etc. Je pense que ce n'est pas vital. Et à la fois, ça te fait un argument de négociation. Donc, à toi de voir si le nombre de personnes que tu arrives à signer grâce à ça, et en termes d'argument de négociation, vaut les emmerdes qu'il y a avec. Comment je fais pour refuser un candidat proprement si j'ai pas d'autre solution, que je peux l'orienter, que je sais que c'est pas quelqu'un que je peux aider ou que j'ai pas envie d'aider? Tu lui dis avec franchise, tu lui dis directement, tu lui dis écoute, je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment résoudre ce type de problème, je ne suis donc pas la meilleure personne pour t'aider, je te souhaite de trouver. Soyez franc avec les gens en fait, hein, il n'y a pas besoin de les prendre pour des cons. Hein. Si vous pouvez pas aider quelqu'un, dites-lui. Hein. Moi, quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit je veux devenir infopreneur, je veux vendre plein de petits produits, je cherche un coach, je ne sais pas faire. Et je ne connais pas d'accompagnants qui sont spécifiquement sur l'infoprenariat et les petits produits. La plupart de ce que je connais, ils s'adressent soit à des entreprises qui font du service, soit ils font du coaching, soit ils font de l'accompagnement, du mentorat, du marketing, plein de choses. Mais je ne saurais pas répondre. Donc là, typiquement, je vais dire, écoute, je ne connais pas de coach qui fait ça. Voici les personnes qui font des petits produits. Je te conseille d'aller regarder. Peut-être qu'eux, ils auront une meilleure réponse que moi. Si je n'ai pas la réponse, je ne sais pas de la trouver, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse. Des fois, vous ne l'avez pas. Et ça fait partie aussi de votre statut d'expert et de votre niveau de certitude de savoir dire, sans une once de honte, je ne sais pas. Puisque vous êtes un expert spécialisé, vous ne savez pas tout. Vous savez des choses très précises. Et vous ne savez pas les autres. Le secteur du coaching, de l'accompagnement est très concurrentiel dans le sens où beaucoup de monde désormais, sentiment qu'on sature un peu les gens, bref, la difficulté de trouver des éléments différenciants pour se démarquer un peu, et je ne trouve pas. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu as un conseil? Alors, concurrentiel, pour moi, ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup de clients. Donc, je trouve toujours que c'est une très bonne nouvelle. On ne parle pas de marché saturé ou de marché concurrentiel, on va parler de marché mature. La différenciation peut être sur tes méthodes ou ta personnalité. Des personnes qui accrochent avec toi n'accrochent pas avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, sois très authentique, très vrai et très cash dans ta personnalité, dans qui tu es vraiment, dans ce que tu penses vraiment. L'authenticité est un très bon moyen de différenciation. Et l'authenticité, c'est qui suis-je quand personne ne regarde. Et si tu arrives à montrer ça sur les réseaux, tu es unique et différent. La façon dont je parle, la façon dont je gueule, ce que je sais, ce que je pense, vous pouvez aller chez n'importe qui du marché, il ne sera pas comme moi. La différenciation par l'authenticité, par la personnalité. C'est un truc qui marche très bien. Pour voir si les résultats sont atteints en coaching, on passe par des critères fixés par le client dans ta méthode. Comment et par qui sont fixés les critères? Et personne ne veut passer de. Exemple, la personne veut passer de 9 000 à 50 000 euros, et ce serait ça le critère. Ben, ça dépend en fait. C'est toi qui définis avec la personne les critères. Quels sont les critères de succès? C'est quelque chose qui doit être cadré au début de la mission, de l'accompagnement, de la prestation, du service, peu importe. C'est en fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est situation A, situation B. Quels sont les critères de succès? C'est pas le client qui décide, c'est pas toi qui décide, c'est vous ensemble qui définissez quel est le succès.
Parce que dans l'accompagnement, on a surtout une obligation de moyens plus que de résultats en général, puisqu'on n'est pas responsable de ce que va faire le client et ce qu'on va lui donner. Donc ça dépend en fait. Il n'y a pas de règle si ce n'est votre imagination. Vous pouvez inventer des conditions de succès qui sont les vôtres, hein. Même le droit européen est d'accord avec ça, du moment que les choses sont très très claires. Là on parle de limite de contrat, hein, quand on parle de conditions de succès, parce que je pense que tu fais allusion à ce que je disais avant sur le cash flow et la façon de proposer un prix. En fait, il faut vous dire que le droit, c'est très très débile. Un juge, il arrive devant un contrat, il doit définir qui est responsable. Il faut partir du principe que le juge, il est teubé. Il ne l'est pas forcément, mais il va faire le teubé. Est-ce que les conditions de succès sont extrêmement claires et un enfant de 5 ans ou une grand-mère de 80 peut répondre à la question, est-ce qu'elles sont atteintes? C'est tout ce qu'on veut savoir. Le show, c'est une émission comme un podcast ou une émission YouTube, etc., où les gens ils viennent pour suivre quelque chose régulièrement, où tu peux être le centre de l'attention d'une thématique. Le contenu long, c'est un contenu qui est là pour apprendre, pour analyser, pour expliquer et pour faire une démonstration d'expertise. J'ai fait récemment un podcast d'1h15 avec Julien Misé où on parle d'argent. C'est très bien, ça me fait découvrir et ça me pose comme le centre de l'attention sur mon marché, dans le marché de l'accompagnement et sur le sujet de l'argent. Mais je n'ai pas fait une démonstration de compétence de ce que je savais, ce que je savais faire, ce que je faisais pour mes clients pendant ce podcast. Ça, je le fais par exemple à travers cet atelier. Alex, tu dis souvent qu'il faut laisser tranquille les personnes qu'on a jouées sur nos profils, mais là aussi tu dis qu'au début on peut quand même les appeler. Ouais, en fait, si tu veux, tu ajoutes pas les gens, tu leur envoies un MP, tu leur proposes de les appeler. Tu es un inconnu à ce stade pour eux. En fait, tu sais pas, ils savent pas quitter, tu leur fais peur et ils se disent que tu veux leur vendre un truc. Pour moi, d'abord, tu les exposes un peu à du contenu, des choses comme ça. Et s'ils y réagissent, tu peux engager la conversation. Et s'ils engagent la conversation, tu peux leur proposer de les appeler. Le show est gratuit, le contenu long peut être un peu payant. Ça dépend sous quel format il est en fait. Si c'est un format e-book, petite formation ou conférence comme on le fait, ou atelier comme on le fait ici aujourd'hui, oui, ça peut être payant, mais il ne faut pas que ce soit trop cher. Le but, c'est quand même que les personnes puissent y être exposées. Si cet atelier il avait été à 500 euros, on ne serait pas beaucoup aujourd'hui. En fait, il faut se dire que le contenu long, même s'il est payant, il faut que la personne, le prix soit aligné dans le sens où la personne elle peut se dire bon, à ce prix-là, au pire, même si j'apprends un seul truc, c'est bon, quoi. C'est pour ça qu'en général, je préfère les ateliers et les contenus longs quand ils sont payants, pas trop chers, pour que la personne elle puisse se dire je suis pas sûr de ce que ça va m'apporter, mais vu le prix, je peux tester. Ou alors vous mettez une garantie, ça s'il faut rembourser. Ça c'est possible aussi. Je vais prendre encore 2 questions. Et après, vous aurez encore le droit à votre joker. Première question, Alex. Ma cible, les dépressifs n'ont pas d'argent. Comment faire pour évoluer ma cible? Alors, tu peux traiter, en fait, si tu veux, plein de choses qui sont liées à la dépression, sans être les dépressifs. Ça peut être les gens qui sortent de dépression, ça peut être les gens qui ont peur de tomber dans la dépression, ça peut être les proches de quelqu'un qui est en dépression. Ça peut être plein de choses. Tu peux rester sur ton sujet de la dépression et tu peux approcher le burn-out, le bore-out, les proches, les personnes qui en sortent, les personnes qui l'ont déjà eu et qui ont peur de retomber dedans, etc., etc. Donc moi, je te dirais, navigue autour de ton sujet. Et deuxième question, Benjamin, de quelle façon approcher les gens et s'intéresser à eux sans prendre le risque de renvoyer une posture énergétiquement basse à leurs yeux qui pourrait nuire à la posture d'expert et du vrai inverse de... En fait, si tu veux, prends une posture de curieux. Je suis en train d'essayer de monter une communauté et de vraiment créer quelque chose autour de ce sujet-là parce que c'est le sujet dans lequel je suis expert, c'est le sujet pour lequel on me paye, c'est le sujet dans lequel je suis le meilleur, etc. Mais bien sûr, il faut commencer quelque part et du coup, je suis venu discuter avec toi. Viens avec une... En fait, si tu veux, tu peux avoir une posture d'expertise et de certitude et d'humilité.
Moi, par exemple, je pourrais ne plus parler qu'à des clients à 50 000. Mais des fois, j'envoie des messages à des clients qui ont payé rien ou à 7 euros, où je réponds à leurs emails parce que j'ai envie et besoin de rester au contact des gens, en fait. Et c'est comme ça que je suis bon aussi. Je ne peux pas être bon si je me mets dans une tour d'ivoire. Donc, tu peux avoir une posture d'expertise et d'humilité parce que justement, tu progresses en n'étant pas dans ta tour d'ivoire. C'est fini pour aujourd'hui. En vrai, c'est pas vrai, je suis content. Je passe un super moment avec vous. J'ai kiffé cet atelier. C'était vraiment cool. Dès qu'on a raccroché, je vais télécharger cet atelier, je vais le mettre sur une page, je vais vous l'envoyer par email, je vais mettre le replay également dans Podia pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et de toute façon, vous pourrez répondre à mon email et avoir votre joker, votre question comme je vous l'ai promis. On se voit de l'autre côté. Je vous dis maintenant à très très vite et passez une bonne journée.